Bonjour les amis, bienvenue sur DLR TV pour une nouvelle balade dans La Rochelle. On connaissait La Rochelle fortifiée côté mer, mais La Rochelle fortifiée côté terre, c'est tout aussi important. Il fallait se préserver à l'époque du roi de France, de Richelieu et toute la kyrielle de gens qui louchaient, lorgnaient sur La Rochelle. Côté terre, c'est direction Paris, c'est direction Nantes, l'émergence de deux très belles portes, des portes majeures. La porte royale d'une part, celle que nous allons, dont nous allons aujourd'hui avec Jean-Louis Mahé, notre historien fétiche, dépeindre un peu ce qu'était le contexte à l'époque. Et puis c'est la porte Dauphine que nous verrons plus tard. Ici, cette porte-là était précédée par tout un dispositif extrêmement complexe au plan architectural et au plan de défense. Jean-Louis Mahé, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Bon, dites donc les amis, La Rochelle il fait beau tout le temps, mais pas vraiment que... Alors dites-moi, cette porte-là, elle est majeure. Il y a plein de portes partout au gré des fortifications, mais celle-ci elle est majeure. Oui, c'est la route de Paris, ça ouvre vers la route de Paris, donc l'axe principal de la ville. Voilà, donc là on est dans les dernières fortifications, hein, celles qui ont été construites à partir de 1689, pardon, et donc les deux portes dont vous avez parlé, hein, la porte royale et la porte Dauphine, en fait finissent clore les travaux, puisque la porte royale en particulier est terminée en 1724. Donc à la fin des travaux. En matière d'architecture militaire, on déploie ici tout ce qu'on savait faire. La porte était une triple porte, disait-on, la triple porte. Alors c'était quoi? C'était des espèces de stratégies malines pour perdre le gars au moment du franchissement des portes de La Rochelle? Alors la porte principale est protégée par une avant-porte et parfois une autre avant-porte encore au devant, ce qui est le cas ici. Et non, donc une première porte qu'on voit derrière nous là, donc qui est une simple porte sans aucun apparat. Il y a juste, on voit encore des arrachements des axes de la porte, mais après voilà, donc ça c'est une première dissuasion. Et après on arrive sur une seconde porte qui est derrière nous. On va progresser, regardez les images de Maxime. Alors celle-ci est déjà plus digne, plus valeureuse, et puis on va voir, il y a des éléments de défense, il y a un pont, il y a des douves. Alors cette porte en fait a servi de porte provisoire le temps des travaux de la porte principale, de la porte royale principale. Celle-ci a été construite en 1716. Alors que la porte royale principale, elle, a été commencée en 1716 jusqu'en 1724. Donc elle a servi de porte principale. C'est ce qui explique aussi un petit peu son caractère monumental, hein, avec le fronton gravé d'un soleil, hein, comme on peut le voir. Et donc cette porte effectivement était précédée d'un pont-levis, alors aujourd'hui c'est plus un pont-levis, mais ainsi que la porte principale, il y avait des ponts-levis au départ qui ont été remplacés alors pour la porte principale par un pont dormant, et ici au moment de l'Empire, alors c'est quand même quelque chose d'assez remarquable sur cette porte, par un pont oscillant. Oui. Donc on voit elle a conservé encore tout son attirail de bras articulés, de bras métalliques. Les chaînes. On voit les dispositifs aussi pour relever ce pont qui sont encore en place. Oui. Et il n'y a que 2 exemples en France de ce système conservé. Jean-Louis, ce système, il est fait pour franchir des douves. Douves dans la tête des gens, château féodal, c'est l'imagerie populaire, etc. Il y a de l'eau. Est-ce qu'ici on était en eau? On voit bien comment là, la forteresse s'enfonce, délimite des angles pour pouvoir biaiser avec l'ennemi. Alors là, ce sont des fossés, hein, plus exactement. Oui. Des douves, c'est rempli d'eau, mais ces fossés, on pouvait les remplir d'eau. Oui. Par un système d'écluses, hein, comme on a vu d'ailleurs à la porte des Deux Moulins. Il y avait tout un système qui permettait, en cas d'urgence, d'alerte, de remplir d'eau. Mais jamais elles n'ont été remplies d'eau, celles-ci. Et par contre, elles ont servi ultérieurement, comme on le verra sur des images plus tard, lorsqu'on a construit le port de la Palisse. Pour rejoindre ce port, il y avait une ligne de chemin de fer qui était prévue, hein, qui existe toujours, et donc
ben, on a utilisé ces fossés, ces fortifications, pour faire passer le chemin de fer. On va y arriver tout à l'heure, on en parlera du chemin de fer, on va être dessus, on va le surplomber, on va voir la place qu'il occupe et comment il fait rebondir l'économie rochelaise. Mais alors, une porte, quand on arrive à une porte d'Orléans Paris à l'époque, c'était, on arrive à la ville, on dépose ses charrettes, on change de mode de locomotion, on marche plus, il y a en général de l'agitation commerciale, il y a des boutiques. Est-ce que c'était le cas ici de cette porte royale? Est-ce qu'on était dans une zone de turbulence de vie? Alors oui, parce qu'il faut bien imaginer que la ville était une place forte militaire jusqu'au début du XXe siècle. Oui. Elle a été déclassée en 1902 seulement. Donc jusqu'après la Première Guerre mondiale, on devait passer, il n'y avait que 2 portes sur ce front nord, hein. Il n'y avait que la porte royale et la porte dauphine, comme oui. On l'a dit déjà. Regardez les amis, alors on va vous expliquer le cheminement. Là voilà la fameuse porte majeure à laquelle on arrivait quand on avait traversé ce labyrinthe que nous parcourons là aujourd'hui, mais en surface. Voilà, et on était obligé de passer sous la porte. Oui. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, comme on le voit sur les photos aériennes de 1921, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'on a fait des contournements routiers autour de ces portes, pour faciliter évidemment l'accès, l'entrée et la sortie de la ville. Au jour d'aujourd'hui, on s'en serait accommodé de ce passage, de ce franchissement de l'enceinte de La Rochelle. Les voitures passeraient encore du coup de dessous. On voit que la route goudronnée s'est déroutée par rapport à, et on a des images là que la régie va nous envoyer. Effectivement, les gens partaient là. Oui, c'était pour faciliter, parce que même l'avenue des Cordeliers, qui est au-delà du bastion, là, un peu plus loin, n'était pas percée. Elle a été percée qu'en 1911 ou 12, quelque chose comme ça. Donc on n'avait pas le choix, évidemment, par rapport au début des automobiles, des cars, et enfin toute cette circulation, c'était plus possible. Alors avant ça, les gens passaient avec leurs carrioles et tout ça, et évidemment, on allait vers le centre-ville, et notamment tous les jours, il y avait des paysans des environs qui apportaient les denrées à vendre pour alimenter la ville, au sens propre comme au sens figuré. Alors il y avait ici, alors regardez les amis, bon ça c'est la partie routière d'aujourd'hui, mais cet axe qui nous conduit au marché était un axe extrêmement vivant. Il y avait des maréchaux ferrants, il y avait des bourreliers, il y avait des selliers dans le coin, tout ce qui constitue, on laissait sa charrette, elle se faisait réparer, et puis on allait faire ses courses, et puis on revenait. Et il y a eu, alors, à l'origine, les abattoirs de La Rochelle, mais c'était quand même pas très sain tout ça, qui ont été petit à petit remplacés, les terres ont été c'est devenu l'hôpital. Et quand l'hôpital s'est installé, il avait besoin, lui, de faire paître des moutons, d'avoir des bœufs, du lait, des poulaillers, etc. Il y avait tout ça dans l'agitation du périmètre? Alors, effectivement, à l'extérieur des fortifications, il y avait une zone, un no man's land, en quelque sorte, qu'on appelait les glacis, hein, où il n'y avait aucune construction de possible. Et effectivement, on faisait paître les animaux. L'hôpital avait déjà une emprise assez importante qu'il a encore aujourd'hui, hein, mais qui se terminait sur le canal Maubec. Et le long du canal Maubec, sur le bassin des Chasses, il y avait l'abattoir, qui était à l'emplacement du parking à l'entrée de l'hôpital aujourd'hui à peu près. Alors là, branle-bas de combat, on entend un brouhaha. On est dans le dispositif de l'ancienne redoute, hein, parce qu'il y avait la porte, mais de chaque côté, elle était flanquée de petits bastions, dont l'un au creux duquel s'est niché le stand de tir. Rien à voir avec des irs belliqueux, mais enfin, il faudrait que ça parte. Et là, on a intact le rempart derrière. Alors, les corps de garde sont à l'intérieur de la porte, hein, de la porte royale. C'était pour les militaires qui étaient chargés du tour de garde de la porte, parce qu'elle était fermée le soir, hein, oui. Évidemment, hein, jusqu'au début du XXe siècle. Et après, évidemment, tous ces espaces étaient libres, hein, puisque comme on l'a vu déjà sur ces photos aériennes, l'urbanisation du quartier n'a commencé qu'au début du XXe siècle. Hein. Jean-Louis II, Révolution, l'arrivée du rail qui modifie quand même singulièrement le quartier, et puis alors l'implantation progressive des casernes, parce qu'il fallait quand même, comme c'était une porte défensive, qu'il y ait un peu de présence. L'arrivée des casernes d'un côté, l'arrivée du rail de l'autre, ça bouscule un peu les us et coutumes du quartier? Alors les casernes, il y en avait déjà 2 depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, les casernes Chasseloup-Laubat, oui. À l'intérieur de la ville, après la porte Dauphine. Mais juste avant la Première Guerre mondiale,
Il y a un régiment d'artillerie qui s'est installé à La Rochelle, les anciennes casernes Mangin, hein, qui aujourd'hui sont urbanisées. Et c'est pour ça qu'on a construit d'ailleurs, après la porte de Cougnes, on a construit, qui s'appelait la porte murée, on a jeté un pont sur ces fortifications pour accéder aux casernes. La porte royale, donc à l'intérieur, alors on a des accès en terrasse tout en haut, on a des accès pour fuir en dessous, sous ce pont, sous les pieds de notre caméraman Maxime. Là, il y a une sortie, un débouché. Il pouvait tenir à combien dans le corps de garde, on sait ça? Alors ça, je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire, je ne sais pas. Non, ce qu'on peut remarquer aussi sur la façade, c'est la couronne avec les 3 lys qui symbolisent la France. Alors ça, c'est une décoration, il y avait une décoration de prévue qui n'a pas été faite au moment de la construction de l'achèvement de la porte en 1724. Et c'est seulement sous Louis-Philippe qu'on a fait cette sculpture relativement modeste par rapport à la monumentalité de la porte. Et dites alors, je vois là, on est en plein sur l'ouvrage d'art, à cheval dessus, une construction récente, contemporaine, des années 70. On s'en est donné à cœur joie là, d'aller badigeonner la muraille. Ça. Oui, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait construire un bâtiment comme celui-ci. Là, on est situé vraiment entre 2 bastions, hein. À droite, nous avons le bastion dit des Cordeliers, puisque les Cordeliers étaient installés où il y a la cité administrative aujourd'hui. Oui. Et de l'autre côté, le bastion de Bourgogne. Oui. Voilà, donc dans lequel passe du coup maintenant aujourd'hui la ligne de chemin de fer. Oui. Alors la ligne de chemin de fer, bon, c'est la desserte du port, mais à un moment, on a aussi considéré que pourquoi pas, ça pouvait desservir des petites gares de quartier, puisque il y avait des voyageurs dans le train. Il n'y avait pas que les trains de marchandises, il y avait les trains de voyageurs. Et quand les gens quittaient Paris pour aller embarquer à Valparaiso, par exemple, de l'autre côté, ils venaient chercher les bateaux de croisière au départ de La Rochelle, déjà à l'époque. Mais enfin, c'était toute une aventure. Oui, il y a eu un chemin de fer, bien sûr, pour le port de la Palisse, mais aussi avec des passagers, effectivement. Ça s'est arrêté et ça a été repris à une bonne idée, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, les amis, si vous arriviez à La Rochelle aujourd'hui avec votre voiture et qu'on vous dit il faut s'arrêter au poste de garde quasiment, c'est des parkings d'accueil, eh ben vous vous trouveriez dans la même situation que celle dans laquelle, à l'époque, quand ça a été créé, vivaient les gens de l'époque, arrêtant charrettes et chevaux aux portes, finissant autrement, et puis toute une activité autour de ce point de parking d'entrée de ville. Bon, la porte Dauphine, elle n'a rien à envier, c'est la même puissance de feu. Elle va sur Paris, on n'a pas rajouté des petits trucs en plus parce que ça allait sur Paris là-bas. Alors l'autre, elle va sur Nantes. Non, elle va sur Nantes, pardon, elle va sur Nantes. Elle est moins monumentale, elle est plus récente oui. Par rapport à celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment le couronnement des travaux, l'achèvement des fortifications. La porte Dauphine est un peu antérieure. Elle est vraiment 1696 je crois, mais c'est le même principe un petit peu, mais on verra ça plus en détail une prochaine fois. On a considéré un temps que la meilleure façon de fortifier côté terre, direction Paris, etc., c'était finalement de laisser ce qu'il y avait avant, les marais, c'était les meilleurs modes de protection. On dit même que pendant le siège, Richelieu a essayé à tenter, mais des tas de gaz sont perdus de nuit dans le Marigot en essayant d'entrer dans La Rochelle. Oui, il y a un épisode bien connu, oui, effectivement, il a monter un commando, un genre de commando, mais ce commando avec des pétards pour faire péter la porte Maubec, ils voulaient faire sauter la porte Maubec, puis finalement tous ces gens-là, des mercenaires qui ont été recrutés dans toute la France, ils se sont malheureusement, heureusement pour les Rochelais, se sont perdus dans les marais, se sont envasés et l'opération a tourné court. Ligne de fortification côté terre, les amis, depuis l'actuel hôpital, vous remontez la voie ferrée jusqu'à la piscine de La Rochelle et vous aurez comme ça tout le front est, qui était une ligne de défense de marais jadis, sur laquelle s'appuient aujourd'hui ces fortifications d'entrée de ville. Bon, et il y avait des tas de petites portes aussi, on me dit, derrière, là, la porte de l'Evesco, les portes de quartier. Alors ça, c'est des portes sur des anciennes fortifications, hein. Là, on parle de la dernière ligne de fortification, mais comme il y a eu plusieurs, au fur et à mesure de l'extension de la ville, il y a eu forcément des fortifications qui ont été rasées, et où il y avait plus de portes, effectivement. Oui. Voilà, il s'appelle Jean-Louis Mahé, il connaît l'histoire sur le bout des doigts. Vous partez avec lui au petit matin à La Rochelle, vous ne savez pas quand vous allez rentrer. En tout cas, vous rentrez avec la tête remplie
rempli de belles et bonnes informations qui vous rendent intelligents et puis qui font que les tas de gens vont s'intéresser à vous. Bon Jean-Louis, bah courage, hein, on va aller se baigner. Hein, voilà, bonne idée aujourd'hui, oui. parce que c'est un intrépide, la météo lui fait pas peur. À bientôt les amis, grand plaisir d'être ensemble.